On est à 48 heures, 24 heures pardon, du réveillon de la Saint-Sylvestre et les voitures sont déjà brûlées par dizaines et par dizaines. Question ce soir, Éric Tegner, quel est votre regard sur ce bilan 2024 sécuritaire de l'année en France? Alors, il faut s'accrocher. Déjà, en cette fin d'année, Christine, il y a un peu en France deux univers parallèles, mais totalement hermétiques, entre des politiques qui ont été plus occupés ces 6 derniers mois à négocier des Marocains ministériels et une autre France qui est en proie aujourd'hui à une insécurité galopante. Alors évidemment, pendant que nos chers élus du bloc central ont pu fêter paisiblement un Noël en famille autour d'un sapin bien garni, toute une partie du territoire a été marquée par des faits de délinquance qui auraient choqué il y a quelques années, mais qui malheureusement sont un peu devenus une habitude. Et donc pour vous, j'en ai sélectionné quelques-uns, rien que c'est sur ces 8 derniers jours. Alors, Strasbourg, lendemain de Noël, vous penseriez, si je vous cite ce mot, justement, à ce si beau marché de Noël, un des marchés de Noël les plus beaux d'Europe. Eh bien non, ce sont d'autres bougies qui ont éclairé le ciel en ce lendemain de réveillon, puisque dans la nuit du 25 et du 26 décembre, on a eu 41 voitures qui ont été incendie. Un autre épisode, tandis que certains élus macronistes, justement, pensent dans le département, par exemple, des Yvelines, dans cette ville un peu bourgeoise, cossue de Saint-Germain-en-Laye, être exonérés de ces faits de délinquance. Ce sont les habitants de cette ville qui ont été choqués, ébahis. C'était le jour de Noël. Alors, peu avant 17h, c'est un Pakistanais qui a fait irruption justement dans l'église en criant Allahu Akbar devant les Pakistanais, justement devant les fidèles. Oui. Il est monté sur l'autel pour montrer son postérieur. Le suspect, c'est un homme âgé d'une 60aine d'années. Il est donc né au Pakistan. Il a été interpellé, non sans mal, justement par les forces de l'ordre. Mais évidemment, comme souvent on l'a vu cette année, il a été déclaré pénalement irresponsable en raison de son état psychiatrique et donc il est exonéré pour l'instant de tous les faits. Alors on a sorti un petit peu cette baguette magique qu'on sort souvent et qu'on aimait, c'est l'OQTF. Alors vos téléspectateurs qui sont avertis savent ce que cela signifie pour la suite. Alors il y a d'autres actes antichrétiens qui ont égrené cette semaine justement des fêtes de Noël. Alors c'est le 28 décembre, on est cette fois-ci dans la petite commune de Roque-Gajac, c'est dans le très beau département de la Dordogne. Et donc c'est là qu'une crèche de Noël a été incendiée. Elle est traditionnellement, il faut le savoir, conçue par un artisan local. Il y a des bénévoles qui s'en occupent, ça fait des années. Il y a les agents municipaux qui sont autour de cela. Vous savez, c'est cette France de la ruralité qu'on aime tant et qui fait en sorte justement de faire rêver nos enfants le jour de Noël. Eh bien, justement, ils ont vu leur crèche être brûlée. Alors, quand on voit des députés, des élus de la France insoumise, mais également des associations de gauche, comme la Ligue des droits de l'homme, qui passe le mois de décembre à chercher à interdire des crèches comme à Beaucaire ou à Béziers, de l'autre côté, il y a des individus justement qui cherchent à les incendier. Mais il y a d'autres faits beaucoup plus sordides, moi qui m'ont choqué. C'était dans la nuit du 21 au 22 décembre, donc on est juste 2 jours avant Noël. On est cette fois-ci à Dijon, parce que la caractéristique, c'est qu'on est aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Il y a un homme qui a été enlevé, séquestré et torturé pendant des heures dans les caves du Dijon. Écoutez bien, le commanditaire, il aurait assisté justement à la scène et il aurait donné des ordres par visioconférence. Alors aujourd'hui, on a interpellé justement ce premier suspect, mais pas le commanditaire. Alors je pourrais vous égrener un nombre de faits inimaginables de tout ce qui s'est passé, sans parler samedi dernier de ces policiers justement dans les quartiers de Marseille qui ont été également agressés par des individus. Alors, vous savez, Christine, les faits divers qui sont devenus des faits de société, on en parle souvent, justement, ils se sont suivis, se sont rassemblés en 2024 avec 2 caractéristiques qui expliquent cette augmentation. D'un côté, c'est que ça touche l'ensemble du territoire. Et de l'autre, c'est qu'évidemment, il y a aussi une caractéristique, c'est que c'est souvent fait par des étrangers, notamment sous EQTF. Alors déjà, le fait que ça soit plus étendu sur le territoire, ça c'est un peu une nouveauté. C'est-à-dire, ça a été un phénomène qui s'est accéléré ces dernières années, notamment en 2024. Tout à fait. Et qu'on a découvert en fait au moment des émeutes. On a réalisé que ce n'était plus comme les émeutes de 2005 où ça se passait à Clichy et à Marseille. On a découvert que des endroits comme la Bretagne, comme Brest, comme Laval justement, étaient atteints. Alors pour vous justement, j'ai pris l'année 2024 et j'ai essayé de ressortir un fait par mois qui a marqué l'actualité. Alors c'est simple, le début de l'année, il a commencé au pied du château des Ducs de Bretagne où une jeune femme de 31 ans a été violée à 3h du matin par un mineur algérien sans papier, déjà connu pour affaires de viol et de trafic de drogue. Un mois plus tard, en février,
Il y avait un individu d'origine soudanaise qui agressait plusieurs personnes dans une station de métro à Château-Rouge, à Paris, avec une lame de boucher et en brandissant un livre coranique. Il a essayé d'attaquer les policiers qui voulaient l'interpeller et du coup, ils ont dû l'abattre. Alors en mars, on a tous été choqués par un autre événement. C'était l'agression à la gare de Mulhouse commise par un Palestinien sous EQTF qui porte 3 coups de couteau au visage. Pourquoi ? Parce que justement, cet homme avait un bébé qui pleurait. Ça a dérangé ce Palestinien sous EQTF qui lui a donc donné des coups de couteau. Alors quelques semaines plus tard, on est au mois d'avril, c'est Bordeaux qui a fait l'actualité, vous vous en souvenez, avec un réfugié afghan qui poignarde 2 personnes, tuant justement l'une d'entre elles et l'assaillant reproché aux 2 victimes de boire de l'alcool le jour de l'Aïd. Alors, le mois de mai, il a été marqué par l'évasion de Mohamed Amra, qui a réveillé les derniers naïfs sur la question du grand banditisme, où malheureusement 2 agents pénitentiaires ont été assassinés. Mohamed Amra, aujourd'hui, il est toujours en liberté. Alors, il court toujours. Il court toujours. Beaucoup. Les caractéristiques, c'est que beaucoup ne sont pas interpellés, beaucoup sont exonérés, et beaucoup aussi ont déjà été interpellés avant. Alors, on arrive en juin. En juin, c'est l'approche des Jeux Olympiques, où le gouvernement a mis en place... On s'en souvient. Voilà, une politique sécuritaire qui rendrait jaloux Marine Le Pen et Éric Zemmour. Et cette fois-ci, c'est un migrant algérien sous EQTF qui séquestrait une secrétaire médicale avec des ciseaux et tentait de la violer dans les Hauts-de-Seine. Tandis qu'en juillet, c'est un homme d'origine congolaise qui poignardait un militaire de l'opération Sentinelle à la gare de l'Est. Vous le voyez, ces histoires, si on les avait imaginées il y a 10 ou 15 ans, peut-être que Laurent Berton en parlait dans la France Orange mécanique, elles paraissent complètement folles. Mais le pire, c'était cette rentrée, en fait, cet après-Jeux Olympiques. Il y a eu d'abord le mois d'août avec le gendarme Éric Comines, on s'en souvient, qui a été assassiné justement par un chauffeur. La France a tué mon mari. Et la France a tué mon mari, c'est ce discours très poignant de cette femme courageuse, on n'en parle pas assez justement de ces femmes de policiers qui a dénoncé justement l'inaction de la France sur ce sujet. Et après, c'est la rentrée de septembre avec la terrible mort de Philippine au bois de Boulogne, qui a été assassiné et violé par un Marocain sous EQTF, qui avait déjà été condamné pour viol, avec une peine de prison de 7 ans, où il n'en a fait que 5. On se dit que c'est fini, mais en octobre, on a Omar Est, un clandestin algérien sous EQTF, une autre histoire folle. Il crie « Je suis algérien, je vais te tuer, t'es mort » avant de planter un tournevis dans un passager d'un Flixbus qui lui demandait de faire moins de bruit. Vous avez vu, on parle de tout le monde. On parle de la personne qui prend un Flixbus, on parle de la personne qui est sur un marché. Tout le monde aujourd'hui semble concerné. Et on arrive au mois de novembre avec ce SDF retrouvé mort à Lyon, tué d'un coup de parpaing sur la tête, avec encore un suspect, un Camerounais sous OQTF, arrêté en gare de Toulon après avoir agressé à nouveau une femme dans un train. Alors, Christine, il y a un sujet quand on regarde tout ça, c'est qu'il y a malheureusement un impensé aujourd'hui dans le pays. Vous en parlez souvent dans votre émission. C'est le sujet tabou qui peut vous valoir un procès devant la 17e chambre correctionnelle par les associations antiracistes. C'est le lien entre immigration et insécurité. Et pour ça, justement, pour vos téléspectateurs, je voulais remettre en avant certains chiffres très concrets. Et officiels par le gouvernement. Officiels, notamment un rapport, justement, qui a été publié par les services statistiques ministériels de la sécurité intérieure qui prouve cet élément-là. Je ne vous prends pas tous les chiffres, j'en prends un. C'est alors que les étrangers ressortissants de pays africains et du Maghreb, et je mets à côté les binationaux, représentent selon l'INSEE 3,5% de la population de la France, ils comptent pour 39% des mises en cause pour les infractions dans les transports, c'était en 2023, soit x11 au regard de leur poids démographique. Donc c'est immense. Et il y a un autre sujet et un autre chiffre qui devrait interpeller le fraîchement nommé ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui parlait justement de la question de ces places dans les prisons. C'est que 23% des gens en prison sont étrangers, avec comme nationalité principale, c'est intéressant, les Algériens, qui ont un taux d'incarcération 7 fois plus élevé que les Français. Derrière suivent les Roumains, les Marocains et enfin les Tunisiens. C'est simple, sur 72 000 prisonniers dans le pays, 18 000 sont étrangers. Alors, on a bien compris, tous les étrangers ne sont pas des délinquants, mais beaucoup de délinquants sont étrangers, d'étrangers sont délinquants, chiffre à l'appui. Est-ce que, selon vous, Éric Tegner, le duo Darmanin-Retailleau, le nouveau gouvernement en place, peut être signe d'espoir? Alors, évidemment, il y a un défi énorme, de toute façon, pour Gérald Darmanin et Bruno Retailleau. Mais si ces derniers jours, on parle beaucoup de ce duo justice-intérieur, permettez-moi de douter, malheureusement, de leur réelle effectivité. D'abord,
Je citerai Georges Fenech, l'ancien magistrat, sur votre chaîne, qui expliquait comment au ministère de la Justice, il y a des contre-pouvoirs très forts qui sont laxistes et qui sont politiquement, justement, contre la notion de politique carcérale. L'autre élément, il faut quand même le dire, c'est qu'on est habitué à la politique du coup de com' permanent de la part de Gérald Darmanin. Donc on ne peut pas s'attendre. En revanche, il y a un cas positif pour moi, il y a quelque chose de positif derrière ça. C'est que depuis des années, le ministre de l'Intérieur ne cesse de dire « j'ai tout tenté, mais le problème, c'est que le ministre de la Justice, c'est un socialiste », Didier Migaud, Éric Dupond-Moretti. Cette fois-ci, s'il y a un échec de la politique, et malheureusement, je pense qu'il y en aura un, on arrêtera de se poser cette question de qui doit être à l'intérieur de la justice. On ira tout de suite sur le vrai sujet des réformes en profondeur avec un triptyque, réforme de la Constitution, sortie de la CEDH et référendum sur l'immigration. Vous faites quoi demain soir? Demain soir, c'est le réveillon. Ah bon, on peut réveillonner ensemble si vous êtes sympa, si vous êtes gentil. On peut vous revoir peut-être demain soir. Merci beaucoup pour votre regard, mon cher Eric.